Bonjour et bienvenue sur la version illustrée du cours, que vous pourrez retrouver en version manuscrite sur Pronote, sur Pearltrees et sur le site habituel. Ce cours recouvre deux thèmes. Un thème en histoire, le monde depuis 1945, à travers l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen durant la période de la guerre froide, ainsi qu'un thème de géographie portant sur la France et l'Union européenne, avec deux chapitres, l'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance, et la place de la France et de l'Europe dans le monde. Les problématiques de ce chapitre y sont multiples. Tout d'abord, quelles sont les étapes et les enjeux de la construction européenne dans l'histoire, mais aussi quelles sont les caractéristiques de l'Union européenne et quelle est la place de la France dans celle-ci. Mais encore, quelle influence la France et l'Europe exercent-elles aujourd'hui dans le monde? Dans cette première partie, nous allons voir la construction européenne d'un point de vue historique. Et dans la première sous-partie, nous allons voir les origines de cette construction européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de la construction européenne s'impose. L'Europe sera épuisée du conflit. Afin de faciliter leur reconstruction, de favoriser la paix et la prospérité, mais aussi de faire face au communisme soviétique, les États de l'Europe de l'Ouest souhaitent s'unir. En 1951, une première étape est franchie avec la signature du traité de Paris, qui crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, à l'initiative des Français Jean Monnet et Robert Schuman. Elle permet de placer sous une autorité commune les productions de 6 États européens. C'est le point de départ de la construction européenne. Cette étape est importante car elle facilite la réconciliation entre la France et l'Allemagne et le projet européen en associant étroitement la France, la République fédérale d'Allemagne ainsi que l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Dans cette seconde sous-partie, nous allons voir comment s'est créée la Communauté économique européenne, l'ancêtre de notre Union européenne. La signature des traités de Rome, en mars 1957, par les 6 pays de la CECA, fonde la Communauté économique européenne, la CEE. Celle-ci repose sur une zone de libre-échange dans le cadre d'un marché commun et sur la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes. C'est ce qu'on appelle les accords de Schengen, qui sont signés en 1985, mis en place en 1995 entre les... Des politiques communes dans différents domaines sont également mises en place. Euratom, qui concerne l'énergie atomique, la PAC, la politique agricole commune, ou d'échanges culturels et scolaires comme le programme Erasmus, mis en place en 1987. Entre 1957 et 1992, la Communauté économique européenne, devenue une puissance économique et commerciale, connaît des élargissements successifs. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark qui rentrent en 1972, la Grèce, l'Espagne et le Portugal en 1986. Pour fonctionner, la CE se dote d'institutions représentatives comme le Parlement localisé à Strasbourg, qui est élu au suffrage universel à partir de 1979, ou le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui siège à Bruxelles. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est face à de nombreux défis. Avec la fin de la guerre froide en 1991, la construction européenne connaît une nouvelle étape. Le traité de Maastricht, en 1992, favorise l'approfondissement de la communauté économique européenne qui devient l'Union européenne et étend son action à de nouveaux domaines comme l'éducation, l'environnement, la culture, la politique étrangère, la sécurité ou encore la justice. Une citoyenneté européenne est alors créée pour tous les citoyens des pays membres de l'Union européenne. L'intégration économique est favorisée avec la création d'une monnaie unique, l'euro, mise en circulation en janvier 2002. À partir de 1989, avec l'effondrement du bloc soviétique, la construction européenne peut désormais s'étendre à l'ensemble du continent. En 1995, l'Union européenne accueille ainsi l'Autriche, la Suède et la Finlande, puis entre 2004 et 2013, 13 nouveaux États, majoritairement d'anciens pays communistes, intègrent l'Union européenne. La Croatie est la dernière en date, en 2013. Passée de 12 États membres en 1995 à 28 aujourd'hui, l'Union européenne n'en connaît pas moins de réelles difficultés dans les années 2000. Aux difficultés économiques et sociales s'ajoutent les critiques vis-à-vis de la construction européenne. Jusqu'où l'Union européenne peut-elle s'étendre? Comment concilier élargissement et approfondissement? Faut-il intégrer des États aux libertés limitées comme la Turquie? L'Union européenne a encore du mal à s'imposer comme une puissance sur la scène diplomatique. Elle se heurte en effet à de nombreuses divisions internes et à des résistants, notamment de la part de ceux qui y voient une menace pour leur indépendance nationale. Le Royaume-Uni reste ainsi à l'écart de l'euro et de l'espace Schengen. Les opinions publiques manifestent une méfiance grandissante envers l'Union européenne, ce qu'on appelle l'euroscepticisme.
C'est pourquoi le traité de Lisbonne en 2007 réforme les institutions pour faciliter la prise de décision dans une Union européenne élargie et pour se rapprocher des citoyens. Cependant, la crise financière dans la zone euro en 2008 a grandement fragilisé l'Union européenne avec la question du maintien de la Grèce dans l'Union. De plus, la situation au Proche-Orient, le terrorisme et la crise migratoire inquiètent les citoyens européens. En juin 2016, les électeurs du Royaume-Uni ont choisi par référendum de quitter l'Union européenne, c'est ce que l'on appelle le Brexit. Pour autant, et c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie d'un point de vue géographique, l'Union européenne est un nouveau territoire de référence et d'appartenance. L'Union européenne est un territoire aujourd'hui de référence qui se trouve être une association d'États. L'Union européenne regroupe 28 États d'Europe, ou 27 si on compte plus le Royaume-Uni, et n'a cessé de s'agrandir. C'est aujourd'hui un vaste marché commun où les marchandises, les services et les capitaux circulent librement. La libre circulation des personnes est un principe fondamental de l'Union européenne. Dans l'espace Schengen, 25 États, les contrôles aux frontières n'existent pas, mais ils sont renforcés aux frontières extérieures. 19 États forment la zone euro, bien que certains États de l'Union européenne ont choisi de ne pas adopter la monnaie unique, tels que le Royaume-Uni ou encore le Danemark. L'Union européenne est un territoire de référence pour ses habitants, car ceux-ci s'y reconnaissent dans des valeurs communes, telles que la démocratie, les droits de l'homme, etc. Les institutions de l'Union européenne et les événements tels que les capitales européennes de la culture renforcent ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, les politiques communes dans de nombreux domaines ont été mises en place. Aujourd'hui, il existe d'importantes inégalités entre les régions de l'Union européenne. Alors que les grandes régions urbaines de la mégalopole européenne, ou le cœur de l'Union européenne, concentrent la richesse, les régions rurales ou isolées sont moins développées, surtout en périphérie de l'Union européenne, les campagnes roumaines ou l'Italie du Sud. Pour réduire ces contrastes, l'Union européenne a mis en place une politique régionale de cohésion des territoires. Elle apporte aux régions les plus pauvres un soutien financier grâce au FEDER, financement de nouvelles infrastructures, reconversion de l'industrie. D'autres politiques communes favorisent le sentiment d'appartenance à l'Union européenne, telles que le programme Erasmus d'échange étudiants ou la politique agricole commune. Pour autant, ce modèle européen a des limites. En effet, la politique de cohésion a permis à certains États de se développer, tels que l'Espagne, mais ces résultats restent limités. En effet, les disparités sont fortes entre les territoires les plus intégrés à la mondialisation, tels que les métropoles, les littoraux, et les régions plus isolées, la périphérie de l'Est. Si l'Union européenne est un territoire d'appartenance pour de nombreux Européens, elle est aussi critiquée et remise en question. On l'a déjà vu avec l'histoire du Brexit du Royaume-Uni en juin 2016. Dans cette seconde sous-partie, nous allons nous intéresser à la place de la France dans l'Union européenne. Et dans un premier temps, nous allons voir de quelle manière la France est intégrée dans l'Union européenne. La France occupe une position de carrefour entre le nord et le sud de l'Union européenne. Elle joue un rôle d'interface terrestre et maritime. Depuis le début de la construction européenne, la France cherche à mieux connecter ses réseaux de communication avec ceux des voisins, tels que le TGV Thalys vers la Belgique et l'Allemagne par exemple. Les régions transfrontalières favorisent l'intégration de la France dans l'Union européenne. Avec l'ouverture des frontières, ces régions de contact sont devenues des espaces d'échange, comme la grande région entre la Belgique et la France, ou la région Pyrénées, comme en témoignent les mouvements de travailleurs frontaliers. Pour faciliter les projets de coopération transfrontalière, l'Union européenne attribue des financements aux eurorégions. Cependant, la France se situe à l'écart de la mégalopole européenne, cœur de l'Union. De plus, l'ouverture de l'Union européenne aux pays de l'Europe orientale se traduit par un déplacement du centre de gravité de l'Union européenne vers l'Est. La France est aujourd'hui menacée de n'être plus qu'une périphérie d'un territoire européen presque exclusivement centré sur l'Allemagne. De la même façon que nous avons vu l'intégration de la France dans l'Union européenne, nous allons voir ici l'intégration de l'Union européenne en France. La France est l'un des 6 membres fondateurs de l'Union européenne et Strasbourg accueille le Parlement européen. Le sentiment d'appartenance à l'Union européenne est renforcé par la participation de la France à plusieurs programmes européens tels qu'Erasmus ou les capitales européennes de la culture, à Marseille en 2013 par exemple. Mais en France, l'influence de l'Union européenne est différente selon les territoires. Les territoires ruraux et ultramarins sont ceux bénéficiant le plus de la politique régionale de cohésion via le FEDER. Certaines métropoles accueillent des projets européens comme Lyon, siège de la chaîne d'information européenne Euronews, ou comme Toulouse, lieu de l'assemblage de l'avion Airbus.
Cependant, comme dans le reste de l'Europe, on assiste en France à une montée des remises en cause de l'appartenance à l'Union européenne. Les eurosceptiques s'opposent à l'Union européenne et le taux d'abstention aux élections européennes pour le Parlement européen reste fort. Néanmoins, en 2019, la situation sociale en France pousse la population à s'intéresser plus sérieusement à cette élection avec un taux de participation en nette hausse par rapport au précédent. Dans cette dernière partie, nous allons nous intéresser à la France et l'Europe dans le monde. Et nous allons voir tout d'abord une influence culturelle prépondérante. La culture française est aujourd'hui une référence mondiale. La France est présente sous toutes les latitudes par son territoire, mais aussi par sa langue, au cinquième rang mondial. La francophonie assure la diffusion de la langue et de la culture française. Elle est relayée par un réseau très dense de centres culturels et d'établissements scolaires partout dans le monde. L'art de vivre à la française, dans la mode, la gastronomie, est universellement connu. À Shanghai, par exemple, en Chine, un centre commercial dédié à l'art de vivre à la française a ouvert en 2014. De plus, les cultures européennes sont riches. Et la grande diversité culturelle et artistique de l'Union européenne fait d'elle le premier pôle touristique mondial. Cela représente environ 620 millions de visiteurs pour 55% des flux internationaux. Ces valeurs de démocratie et de paix, ainsi qu'une offre exceptionnelle en matière de formation et d'éducation, en font une destination attractive pour les migrants. Elle reste à ce jour le premier foyer d'accueil mondial des étudiants étrangers. Pour autant, l'Europe a une influence géopolitique assez inégale. La France a un rôle affirmé à l'échelle mondiale. En effet, elle est présente dans toutes les grandes organisations internationales, que ce soit l'ONU ou l'OTAN. Elle dispose d'un réseau d'ambassades très développé. Elle est investie dans de multiples opérations militaires internationales au Liban, en Syrie, dans le Sahel. Et grâce à l'importance de ces territoires ultramarins, elle contrôle une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième territoire derrière celui des États-Unis. Néanmoins, l'Union européenne a un rayonnement politique limité. On le rappelle, c'est une association de 28 États indépendants et souverains, et définir une position commune face aux grands enjeux géopolitiques du monde contemporain est difficile. Cependant, son rôle politique international s'affirme progressivement. L'évolution du nombre d'interventions militaires effectuées sous son contrôle et l'aide accordée aux pays en voie de développement en témoignent. Mais là où l'Europe a une influence majeure, c'est dans l'économie. En effet, l'Union européenne est aujourd'hui la première puissance économique mondiale. L'Union européenne concentre 23% de la richesse mondiale. Elle tire des bénéfices importants des activités de services, dans les assurances, dans le transport, dans la grande distribution, et des industries de haute technologie, dans l'aéronautique, la chimie, etc. De nombreuses firmes transnationales dominent leurs marchés respectifs, comme Shell, Philips, Total, etc. Centre majeur du commerce international, elle est également au cœur des transactions financières planétaires grâce à des bourses de dimension mondiale, que ce soit Londres, Paris ou Francfort, ainsi qu'à sa capacité d'émission et de réception des investissements directs à l'étranger. Concernant la France, son influence économique est plutôt contestée. Sixième puissance mondiale, en 2016, la France se situe au troisième rang européen derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'économie française est ouverte sur l'Europe et sur le monde. 20 000 entreprises étrangères employant 2 millions de salariés y sont implantées. 17 des plus grands groupes figurent d'ailleurs parmi les 200 premières sociétés internationales. Cependant, elle est fortement dépendante des importations de matières premières et soumise à une concurrence internationale de plus en plus vive. La France a aujourd'hui un solde commercial très largement déficitaire. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez désormais recopier le cours dans votre cahier en vous servant de Pronote, Pearl Trees ou du site internet habituel. Et je vous dis à bientôt.